c'est bien ce qu'ils sont là. Non, mais vous savez quoi, je crois que je l'ai vu 5-6 fois le film, à chaque fois je pleure. Et je pleure pas qu'à la fin, je pleure tout le temps quand il y a Adrien qui parle à son fils en mode. Tu sais, genre le fils il défie un peu, moi j'ai l'impression de voir mon père, laisse tomber. Si je faisais genre avec mon père, ça passait pas bien. Alors je me présente, je m'appelle Vince, j'ai l'honneur d'être le parrain du festival Projection Transition qui est organisé durant tout ce week-end. Et je tiens un média qui s'appelle Limite. On parle de limites planétaires, de changement climatique, on parle de Coupe du Monde au Qatar, on parle de jet privé, on parle de dingueries qui se passent dans le monde, on essaie de le faire avec de l'humour. Mais je vous avoue, c'est chaud. On parlait par exemple de ce qui se passe au Qatar, 6500 morts dans les travaux et tout ça. C'est chaud de faire de l'humour derrière, mais je me suis promis de le faire et on y arrive. Et c'est bien parce que ça permet de dénoncer, de parler de plein de choses importantes. Alors en étant bien sûr le parrain de cet événement, j'ai aussi l'immense honneur d'être avec des personnes incroyables ici, autour de nous, que je vais présenter. Nous avons Myriam Daman, qui est chargée de mission à l'Agence française de développement et spécialisée en éducation et de sensibilisation. À sa gauche, Aurore Mathieu, qui est responsable de politique internationale au réseau Action Climat. Marie-Noëlle Reboulet, présidente du GRS et du groupe Initiative. Et tout au fond, Calvin Suarez, professeur et député au Parlement bruxellois. Il vient de Belgique, vous pouvez l'applaudir. Tout le monde a fait tout le monde a fait de la route. Y compris moi, je viens aussi de Bruxelles, donc c'est vraiment trop cool d'être ici avec vous. Alors on va répondre à quelques questions qu'on aura l'occasion, justement, on va passer le micro tout à l'heure. Et on va essayer un petit peu de creuser tout ce qu'on a vu aujourd'hui, qui nous ont tiré pas mal de larmes. Mais avant ça, il est important de comprendre le contexte dans lequel ce film est diffusé. Et c'est pour ça que je voudrais commencer avec toi, Myriam, que tu nous fasses un petit topo sur la situation en général. Avant que tu te lances, je voudrais juste savoir, quelqu'un comprend c'est quoi le changement climatique? Levez la main ceux qui ont vraiment compris c'est quoi le changement climatique. Vous inquiétez pas, il y a 2 ans, j'étais en mode c'est quoi cette histoire? Donc c'est tout à fait normal. Et bien justement, Myriam, est-ce que tu peux nous faire un topo de l'état du monde, un petit constat pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que creuser ce film après dans notre discussion va être important et où est-ce qu'on en est actuellement en termes d'écologie, de changement climatique, d'environnement et tout ça? Oui. Alors, je ne sais pas si je vais faire un topo parce que c'est quand même une très vaste question. C'est un vrai défi de pouvoir rédiger ça en quelques minutes. Voilà, exactement. Mais je pense effectivement que c'est peut-être intéressant qu'on soit un petit peu sur les mêmes bases avant de se lancer dans des discussions. On va parler de plein de choses, d'adaptation, de négociation climat, etc. Et peut-être juste, du coup, 3 idées. Si pour moi, vous pouvez retenir peut-être 3 idées clés. La première, c'est sur le constat scientifique. C'est aujourd'hui, il y a un consensus scientifique que le réchauffement climatique, ça existe, c'est vrai, donc on n'est plus au stade du débat, et qu'il y a une responsabilité humaine qui est avérée. Donc ça, c'est le GIEC, le groupe d'experts qui est en charge de diffuser l'ensemble des connaissances sur le climat actuellement, qui le dit dans ses derniers rapports. Donc on sait qu'il y a un dérèglement climatique et on sait que c'est vraiment dû aux activités humaines. Ça, c'est vraiment la première idée. La deuxième idée, c'est de quoi on parle quand on parle de dérèglement climatique. Donc là, vous l'avez un petit peu vu avec le film qu'on vient de voir, mais c'est pas juste ce qui fera plus chaud, c'est pas juste qu'il va faire 15 degrés au lieu de 13 degrés, c'est vraiment tout un dysfonctionnement de la machine climatique de la Terre. Pour moi, je prends souvent l'image un petit peu visuelle de se dire, quand on parle de plus de degrés, c'est pas plus de degrés dehors, c'est presque comme si on avait plus de degrés de fièvre en fait. Quand on a de la fièvre, on a des tremblements, mal à la tête, on va se sentir mal, et donc les plus de degrés de réchauffement, il y a toute une série de symptômes au niveau de la machine terrestre qui sont des canicules beaucoup plus longues, un dérèglement du cycle des pluies. Donc là, on a vu des sécheresses dans certains pays, mais à l'inverse, dans certaines zones du monde, on va avoir des pluies diluviennes, des inondations. On a la fonte des glaces terrestres qui fait augmenter le niveau des mers. On va avoir des conséquences sur la santé, on va avoir des conséquences sur la biodiversité. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses qui va avec le changement climatique. Et c'est de ça aussi dont on va parler aujourd'hui. Et peut-être la dernière idée, comme c'est des mots qu'on va manipuler, je pense, dans notre débat, c'est les leviers d'action. Et on a 2 gros leviers d'action dont on parle beaucoup. Le premier, c'est l'atténuation. Donc atténuer, ça veut dire quoi? C'est quand on diminue l'impact de nos sociétés sur le climat, on va essayer d'émettre moins de gaz à effet de serre. On va, au lieu de brûler du charbon pour faire de l'énergie, on va aller vers des énergies renouvelables. On va isoler nos bâtiments pour qu'on consomme moins d'électricité, pour
se chauffer, par exemple. Donc tout ça, c'est comment on diminue l'impact que nous, on a sur le climat. Et l'adaptation, c'est comment on diminue l'impact du changement climatique sur nos sociétés. Donc, comment on va faire, vu que le monde va changer, que le réchauffement climatique il est déjà en route, comment on fait en sorte que ça cause le moins de souffrance possible. Et ça, toute une gamme d'actions qui sont très très vastes. Donc on parlait de canicule, si on a des logements mieux isolés contre le chaud, on le vit moins mal. On regardait là le film sur les sécheresses, ça veut dire qu'on a moins d'eau. Comment on va donner accès à l'eau à des zones où il y aura un gros stress hydrique? Est-ce que les cultures qu'on cultive, est-ce qu'elles sont adaptées au changement climatique? Si on est dans une zone qui est plus chaude, plus sèche, le type de plantes qu'on va planter, on a certaines, on sait, qui sont plus résistantes à la chaleur que d'autres. Donc voilà, c'est tout, juste pour vous donner un petit panorama de tous ces deux gros leviers d'action. Atténuer, c'est essayer d'éviter l'ingérable, et s'adapter, c'est gérer l'inévitable. Si je peux donner une image, le changement climatique, c'est le titan colossal. Il y a quelqu'un qui regarde SNK ici? Voilà. Donc vous avez l'image, le titan colossal. Alors justement, là je voudrais me retourner vers Marie-Noëlle, et n'hésitez pas, tout le monde peut bien sûr discuter autour de toutes ces questions, tout ce qu'on va un petit peu lever. Le changement climatique a un impact, et on pourra, justement c'est intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cet été. On a eu chaud cet été, je pense que vous avez capté, hein. Alors bon, on peut se dire peut-être que c'est un événement qui s'est passé comme ça. On va un peu regarder à l'aspect global, parce que la problématique, c'est qu'on l'a vu sur ces images. Alors ça se passe dans l'histoire au Malawi, qui est déjà une situation, c'est très difficile lorsqu'on vit en plein milieu du Malawi pour pouvoir cultiver, pour pouvoir avoir accès à l'eau. Alors le changement climatique, le problème, c'est qu'il ramène des problématiques en plus, déjà dans des situations compliquées, Marie-Noëlle. Oui, alors bonjour à tous d'abord, et puis que je vous dise d'où je parle. En fait, je suis présidente d'une ONG, hein, quand on parle de GRS, c'est une ONG, c'est-à-dire une association de solidarité internationale, et on intervient, alors pas au Malawi, mais dans certains pays d'Asie et d'Afrique, en particulier sur l'approvisionnement en énergie, en électricité. Donc, pour répondre à ta question, le changement climatique, c'est finalement un problème qui se rajoute à d'autres problèmes. Le titre aujourd'hui, c'est « Inégalité climatique », mais les inégalités devant le changement climatique, elles se rajoutent à d'autres inégalités. Des inégalités d'accès aux services de base, vous avez vu ici, pour l'eau, pour l'électricité, pour se déplacer, pour aller à l'école. Au Malawi, aujourd'hui, alors le film, William, il a fait ça il y a une vingtaine d'années, hein, mais aujourd'hui, encore, au Malawi, il y a moins d'un habitant sur 5, c'est-à-dire 18-20%, qui a accès à l'électricité. Ça, c'est déjà une inégalité. Parce que l'électricité, vous avez vu, c'est quelque chose qui va permettre d'étudier le soir quand on rentre à la maison, donc de faire ses devoirs. Pour vous, faire les devoirs, c'est rasoir. Mais en fait, vous seriez bien embêté de ne pas pouvoir les faire. Donc, c'est son cas. C'est l'électricité, c'est ce qui permet d'alimenter des pompes pour faire venir l'eau. Vous avez vu en Ukraine, plus d'électricité, les gens, c'est plus d'eau dans les immeubles. On n'imagine pas que l'eau qu'on a dans les toilettes, on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer l'école, et si on ne peut pas payer l'école, on ne peut pas sortir du champ. Donc, dans ces pays les plus pauvres, mais penser climat, en fait, c'est penser à vie quotidienne, quoi. Donc, je crois que c'est important. Et deuxième idée importante pour situer la question, c'est la croissance démographique. En Europe, la population n'augmente pas, ou du moins pas par le solde naturel, le terme technique. En Afrique, l'augmentation est importante. J'ai regardé le Malawi, aujourd'hui, c'est 18 millions d'habitants. On prévoit la fin du 21e siècle, 60 millions d'habitants dans ce petit pays. 4 milliards en Afrique, plus de 4 milliards en Afrique.
Donc, il va falloir à la fois trouver les moyens pour s'adapter au changement climatique et pour atteindre un niveau de service essentiel qui permette de vivre correctement. Parce que les jeunes de votre âge au Malawi, au Mali, au Bangladesh ou au Costa Rica, ils ont les mêmes envies que vous. Et en plus, ils voient à travers les écrans maintenant le même monde que vous. Donc, et que moi. Donc voilà, le climat, il doit... En fait, on doit travailler à la fois pour s'adapter au climat et pour aider au développement. C'est intéressant parce que quand on regarde un petit peu les images là, et vraiment qu'on plonge dans le film, comme tu as dit, l'électricité, bah, c'est grâce à ça qu'on a de l'eau. Alors, perso, moi je pensais que tu ouvrais le robinet, que ça venait d'un château d'eau quelque part qui était haut, et ce qu'on m'a toujours raconté à l'école. Donc ça veut dire que des coupures de courant fait qu'on n'a pas d'eau, alors que l'eau est quand même vachement essentielle. Et puis justement, c'est un petit peu toute cette inégalité aussi sur laquelle je voudrais rebondir, qui est intéressante. Tu as parlé de 4 milliards de personnes d'habitants en Afrique à 2100. Donc on peut avoir l'impression que c'est loin, mais donc il y a vraiment énormément de développement au niveau de la croissance de la population. Mais c'est dingue, en fait, ils ne sont pas beaucoup responsables en quelque sorte de cette situation de changement climatique intense. J'ai entendu parler que dans la Corne de l'Afrique, donc l'Éthiopie, il y a eu une sécheresse qui a duré 3 fois plus longtemps que d'habitude. Donc les images que vous avez vues là dans le film, ça se passe en ce moment. À l'heure où on parle actuellement, il y a quelqu'un qui essaie de construire peut-être une éolienne pour essayer de choper de l'eau du puits, quoi. C'est des trucs qui se passent en ce moment. Et justement, bah, y a la responsabilité des pays. Et là, je me tourne vers toi, Aurore. Nous, quand je dis nous, c'est l'Occident, France, l'Europe, les États-Unis. On est responsable parce que grâce à ce que nous avons réussi à avoir, des cinémas chauffés avec une climatisation, ça a demandé l'utilisation de beaucoup d'énergie, le fait d'avoir ma paire de Jays à la maison, basket Jordan, je précise, on ne sait jamais. Ça a demandé beaucoup d'énergie et donc forcément, on a consommé, on a envoyé beaucoup de gaz, de gaz à effet de serre et les premiers qui sont victimes de ça, c'est eux. La dette climatique, je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Eh ben, c'est exactement ce que tu viens de décrire. On est vraiment dans une situation aujourd'hui où, comme l'a dit Myriam, le changement climatique, ça a été créé par les activités humaines, mais on n'a pas eu tous les mêmes activités partout dans le monde. Et notamment les pays, donc ce qu'on appelle les pays occidentaux développés, donc en effet États-Unis, France, Union européenne, Australie. On a eu des modèles d'industrialisation, donc au cours des dernières années, qui ont fait qu'on a beaucoup émis. Et malheureusement, le changement climatique, il n'y a pas de frontières. On peut émettre beaucoup dans son pays et ça va se répercuter sur tous les autres pays dans le monde. Aujourd'hui, le continent africain, c'est 4% des émissions au niveau mondial. 4%. Donc c'est vraiment très peu. On parle de 54 pays, quelque chose comme ça. C'est rien. Et on a des pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et qui sont donc responsables. Et aujourd'hui, quand il y a des catastrophes climatiques qui arrivent, par exemple, je prends l'exemple de l'Allemagne l'année dernière. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Allemagne l'année dernière, l'été? Non? En Belgique aussi. En Belgique aussi. En Belgique aussi. J'ai un pote, il a juste perdu sa maison, véridique, hein, elle est partie. Il y a eu des inondations pendant l'été. Il y a eu 40 morts en Belgique. Donc des inondations pendant l'été. Et la grosse différence, c'est que, alors pour la Belgique, du coup, j'ai pas de chiffres, mais peut-être que tu pourras nous dire, mais pour l'Allemagne, ils ont dit, ok, nous, on va répondre à ce problème, on va mettre 30 milliards de notre budget fédéral pour réparer les maisons des gens, pour s'occuper de tout ce qui a été détruit dans les inondations. Quand c'est au Pakistan, par exemple, qui sont pas responsables, qui n'ont pas d'argent, qui doit payer? Est-ce que c'est juste de demander à des Pakistanais qui ne sont pas responsables du changement climatique ou à d'autres populations qui ont très peu émis parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes de vie que nous, aujourd'hui devoir répondre au changement climatique et aux impacts qu'ils subissent. Donc c'est un peu ça pour vous expliquer la situation d'inégalité dans laquelle on est. D'un côté, on a des pays qui sont vraiment responsables. De l'autre côté, on a des pays qui le sont moins, mais qui sont plus impactés, qui subissent les inondations, les sécheresses, les ouragans, et qui, comme Marie-Noël a expliqué, ont moins de ressources pour y faire face parce que de base, ils étaient déjà moins développés. Et on se retrouve dans cette situation où c'est complètement inégal et c'est complètement injuste pour ces pays-là
de devoir faire face seuls aux impacts du changement climatique. Cava, est-ce que tu veux rebondir? Oui, je veux rebondir en disant que, vous savez, je ne sais pas si... Peut-être allume ton micro, mais après on t'entend bien, il y a une très bonne sonorisation, je trouve, dans cette salle. On pourrait même parler en fait sans micro. S'il passe pas, on va t'en prêter un. Voilà. On m'entend là? Je crois qu'on entend ta voix en fait. Marie-Noël, si tu veux passer ton micro, ah super. Voilà. Est-ce que vous pouvez respirer sans oxygène? Ce n'est pas possible. Donc, quand on parle de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui nous pollue en fait, et qui pollue l'atmosphère dans laquelle on se trouve. Et donc, vous devez savoir qu'ici, en Europe, nous polluons 7 fois plus que les Africains. C'est-à-dire que ce que vous consommez chaque jour, l'électricité, le chauffage, eh bien, on pollue 7 fois plus que les Africains. Or, ce sont les Africains et les Asiatiques qui subissent le plus les inondations, les sécheresses, et tout ce qui touche aujourd'hui ces pays-là, et qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts. Et en réalité, on les punit, parce que par notre comportement et par la manière dont nous vivons ici, nous les punissons. Peut-être que je pourrais prendre l'exemple du téléphone portable tout à l'heure, puisque chacun en a, je suppose, Oui. ici, quand on parlera de la technologie. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si vous étiez à la place de William et que vous ne pouviez pas faire ça, qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Partir où? Dans un autre pays. C'est ce que Guy a fait. C'est ce que Guy a fait. Oui, mais eux, ils partaient au nord, en fait. Mais le nord, c'est où? Le même pays. Mais il y a une question qui a été posée. Si vous allez dans le nord et qu'il n'y a pas à manger, qu'est-ce que vous faites? Mais il était déjà dans le sud. Mais vous voyez, en fait, quand vous vivez dans un pays africain et qu'il n'y a pas à manger, qu'il y a de la sécheresse, que vous n'arrivez plus à produire au niveau de l'agriculture, ce qui se passe, c'est que vous partez ailleurs. C'est comme ça que les gens arrivent ici, en fait. Les migrations climatiques vont commencer. On va avoir de plus en plus de gens qui vont quitter leur pays parce qu'ils n'arrivent plus à y vivre. Et parce que nous faisons des choix, c'est-à-dire, quand je dis nous, c'est au-delà des individus, de nous individus. Ce sont nos États qui prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens de lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez, on a dit que plus de 80% des insectes sont menacés de disparition. Tout ce qui touche, les chiffres sont sortis. WWF, une nouvelle étude est sortie. Voilà, 69% de la biodiversité, donc les amphibiens, les poissons, etc., voilà, sont menacés de disparition. 69% ont déjà disparu. Déjà disparus. Et ça semble être 1% par an, ce qui veut dire que si on fait le calcul, à 2100, il n'y a plus d'espèces vivantes. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que nos petits-enfants ne verront même pas certains types de poissons, certains types d'amphibiens. Ça, ce n'est pas normal. Et nous devons, nous, en tant que personnes vivant dans le nord du monde, nous devons prendre des décisions et faire en sorte que nous puissions impacter justement la lutte pour le dérèglement climatique et faire en sorte que ce ne soit pas les personnes qui sont les moins responsables qui souffrent le plus de ce qui touche à la planète aujourd'hui. Donc, quand on demande aux pays de prendre leurs responsabilités, les pays occidentaux, c'est-à-dire la France, la Belgique, les États-Unis, ont beaucoup plus de responsabilités que les autres. Et vous allez voir, on prendra des exemples par la suite concrets qui vous touchent et vous comprendrez beaucoup mieux. Peut-être juste pour rebondir sur la question de la vulnérabilité, parce qu'effectivement, il y a une injustice. Donc, comme on vous disait, c'est pas ceux qui émettent le plus qui souffrent le plus. Pour autant, il ne faut pas se penser à l'abri. Donc, on a donné des exemples, la France, la Belgique, l'Allemagne. Aujourd'hui, le GIEC, dans son dernier rapport, il parlait de 3,6 milliards de personnes qui sont aujourd'hui dans des contextes qu'il qualifie d'extrêmement vulnérables au changement climatique. 3,6 milliards, c'est la moitié de la population mondiale. Donc il y a déjà aujourd'hui, pas dans 2100, pas en 2000, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, il y a déjà la moitié des êtres humains sur Terre qui sont dans des contextes où il y a une forte vulnérabilité.
effectivement, après, on est dans la même tempête, on n'est pas tous dans les mêmes bateaux. Et quand on a un bateau riche, avec une économie solide, des infrastructures, des institutions, on résiste mieux que quand on est dans un bateau où le gouvernement va avoir des faiblesses. On l'a vu dans le film, hein, quel est le rôle du gouvernement face à une crise. Donc c'est ça aussi qui joue sur jusqu'où ira la souffrance, jusqu'où iront les pertes. Mais voilà, moi j'aime bien cette image de on est dans la même tempête, on n'est pas dans le même bateau. Marie-Noël? Ah, c'est le micro qui troll. Par rapport à ça, si vous vous souvenez de cet été, vous savez qu'il y a eu des incendies. Vous en avez forcément à quelques moments vu des images, tellement on a eu d'images. Ah, mais il a fait très chaud. Et On puis a senti qu'il a fait quand même très très chaud. Voilà. Ça a duré. Et on a vu qu'on avait quand même beaucoup de mal à agir contre ces incendies qui finalement n'étaient pas si importants que ça si on compare à ce qui a pu se passer en Californie ou l'année passée en Australie. Donc la France, qui est une des premières puissances par sa richesse au niveau mondial, qui a beaucoup d'équipements, des pompiers, des militaires, des avions, etc., a eu du mal à lutter contre ces incendies. Contre la sécheresse, on a du mal aussi. Les agriculteurs en France aujourd'hui, par exemple, ont des difficultés pour arracher les pommes de terre. Donc peut-être que finalement, les frites vont coûter un peu plus cher. Ou qu'il y en aura moins. Ah oui, c'est vrai qu'en Belgique, bon. Donc alors, on sent déjà des choses dans notre quotidien. Hein. C'est pas quelque chose. Alors moi, je suis vieille. Voilà, je vais pas avoir tout ce qui va se passer, mais ma fille, comme vous, elle verra d'autres choses. Donc c'est pas un problème. Ce qui se passe dans le film, c'est pas ailleurs, c'est pas exotique, c'est la réalité. Peut-être juste pour rajouter sur ça, c'est pas exotique, c'est la réalité. Par contre, les capacités d'y répondre et les capacités d'y faire face, elles sont radicalement différentes. Et c'est là où c'est injuste, et c'est là où les pays riches ont aussi un rôle à jouer pour rétablir cette injustice. Oui, c'est fort parce que c'est vrai que s'il y a un problème, nous on peut envoyer des hélicoptères pour aller sauver quelqu'un qui est en galère sur son toit parce que tu as l'eau qui est montée à 5 mètres. Là-bas, l'hélicoptère, il faut l'oublier, il n'y en a même pas. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y avait une question Ah ben voilà. Alors, on peut faire passer le micro, mais je sais que je voulais rebondir sur... Il y a Maïsan et Maysan qui sont dans la salle, je crois. Il y a Maïsan et sa pote, elle s'appelle comment? Maysan, excuse-moi Frangine, je t'ai appelé, j'ai éclaté ton nom. Maysan, je ne sais pas où tu es, parce que tu avais une question justement très intéressante, et Maysan aussi. N'hésite pas à te lever, on te donne le micro. Ah ouais. On t'entend. Tu peux te lever si tu veux parce que je te vois pas bien. On te voit, oui. Ah, bon. ça, top, nickel. Alors, Maïsan ou Maysen? Non, Maïsen. Maysen, enchanté. Enchantée. Alors, quelles sont les actions menées dans les pays développés pour limiter les gaz à effet de serre? Voilà. Ah bah c'est bien ça. Donc justement, alors qui voudrait peut-être Aurore, qu'est-ce qui est actuellement mis en place dans les pays développés justement pour l'atténuation? Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, je vais commencer, mais je laisserai les autres compléter parce qu'il y a beaucoup d'actions. Donc, la première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'énergie. Donc, vraiment, dans les pays développés, on consomme beaucoup en produisant de l'énergie. Et donc, du coup, les premières actions qui sont menées, c'est ce qu'on appelle la décarbonisation. Un mot un peu... Mais c'est essayer justement de passer des énergies fossiles vers des énergies renouvelables. Comme on voit là, lui, il utilise des éoliennes. Donc l'idée, c'est qu'on arrête le pétrole parce que ça consomme trop, on arrête le charbon parce que ça émet trop, on arrête le gaz parce que ça émet trop et en plus, ça donne de l'argent à notre ami Poutine. Donc on arrête tout ça et on essaie d'aller vers des systèmes d'énergie qui, du coup, émettent pas de gaz à effet de serre. Donc typiquement, on peut parler de l'éolienne. Donc ça, c'est un moyen de réduire les émissions. Sachant encore une fois que les énergies fossiles, c'est à peu près 80% des émissions qui sont émises. Donc c'est vraiment le gros problème.
si on poursuit les énergies fossiles, ça va être compliqué de réduire ces émissions. Est-ce que vous avez le rapport, est-ce que vous savez pourquoi des énergies fossiles sont en train d'entraîner un réchauffement? Ah ah. Quand vous brûlez du charbon, du gaz et du pétrole, vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère. Jusque-là, pas de problème. Sauf que le CO2, il retient la chaleur du soleil. Enfin, la chaleur de la Terre surtout. Le soleil chauffe la Terre. La Terre émet des infrarouges. Faites tous une expérience, prenez votre main, mettez-la près de votre joue et ne bougez plus. Allez-y, mettez-la près de votre main, ne touchez pas votre joue. Hein. Ne touche pas ta joue. Tu la mets un peu comme ça, t'attends un peu, tu vas sentir de la chaleur. Tu vois ça? Eh bien ça, c'est les infrarouges. En fait, tu dégages des rayons. La chaleur, c'est la chaleur. Et ben, ce qui se passe, c'est que le CO2, vous imaginez, eh ben, il retient en fait. Il empêche que la chaleur aille plus loin. Vas-y, Frangin, tu restes comme ça, tu vas sentir. Tu commences à sentir la chaleur, tu vois. Voilà. Ben, si jamais t'as froid au visage, tu fais ça. Ou tu te touches. Et ben, c'est ça le principe, c'est que le CO2, en fait, il retient la chaleur. Donc, au lieu qu'elle reparte dans l'espace, elle reste. Et alors, du coup, ça entraîne un changement et ça entraîne des bouleversements un petit peu partout sur Terre. Maïsan, merci pour ta question. Il y a d'autres, il y a autre chose. Enfin voilà, il y a ces gaz-là, il y a aussi les vaches qui rôtent et qui pètent. Il y a tout ce qui va concerner aussi ce qu'on appelle dans le jargon les mobilités, comment on se déplace. Donc forcément, prendre ta voiture, ça émet plus que si tu prends ton vélo, parce que le vélo, a priori, il n'y a pas de gaz à effet de serre qui s'échappe. Si on prend le train, c'est mieux que de prendre la voiture. Donc tout ça, en fait, c'est un peu lié. Donc il faut changer la manière dont on se déplace, il faut changer la manière dont on mange, puisque l'élevage, aujourd'hui l'élevage industriel, c'est pas super bon pour le climat. N'hésitez pas à me compléter, parce que je vais continuer. Ouais. Il faut peut-être demander aux élèves s'ils sont prêts à manger moins de viande. Ah, Frangin, le poulet, tu sais, moi, c'est ma vie, c'est difficile. Hein. Mais ça va s'il pas n'est le pas élevé pire. industriellement. C'est mieux que effectivement les vaches, les bœufs et tout ça, mais peut-être tu voulais rajouter quelque chose, pour donner un autre exemple qui nous touche, dans mon association, on travaille au Cambodge. Au Cambodge, on travaille avec des industriels qui transforment le coton qui est venu du Mali ou d'ailleurs, ou du Burkina Faso par exemple, d'Afrique. Ils le transforment pour faire des t-shirts. Mais cette industrie textile, ça consomme beaucoup de bois. C'est du bois ça contribue à la déforestation du pays. Et quand on brûle trop de bois, alors le bois c'est renouvelable. Mais si on en brûle plus qu'on en fait pousser, c'est ce qui se passe, parce qu'on fait tellement de t-shirts qu'on consomme beaucoup de bois, on a des émissions de carbone, le fameux C là, qui est dans toutes les molécules vivantes. Donc, dans nos vêtements, soit ils sont en synthétique, c'est du pétrole, à un moment on va les brûler, donc on va émettre des gaz à effet de serre, soit on a utilisé des sources d'énergie qui ont contribué aussi à l'effet de serre. Donc en fait, c'est dans toute notre vie qu'on a ces émissions-là. Chaque fois qu'on consomme quelque chose, chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque fois que aussi on a un avion militaire, enfin par exemple la guerre, c'est aussi des émissions à effet de serre. Peut-être juste pour rajouter 2 mots sur donc quand tu expliquais l'effet de serre, peut-être une idée importante, c'est de bien comprendre que l'effet de serre, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui, en fait, sans l'effet de serre, il n'y aurait pas de vie sur Terre parce qu'il ferait beaucoup trop froid pour que la vie se développe. Donc c'est quelque chose qui est là, qui permet qu'on vive. Le problème, c'est les effets de serre additionnels. C'est tout ce que nous, êtres humains, on est en train de rajouter dans l'atmosphère et qui n'est pas, entre guillemets, naturel. Donc on a parlé, voilà, toutes nos émissions. Juste pour avoir un petit ordre de grandeur, parce que moi je trouve ça aussi important, le CO2, quand on émet du CO2, il reste 1 siècle dans l'atmosphère. Donc c'est pas tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce que nos ancêtres ont fait, ça a un effet, une inertie, ça entraîne les générations futures. C'est quelque chose, c'est des choix. Quand on va développer des nouvelles industries, il faut se dire, voilà, le CO2 qu'on émet, il reste 1 siècle dans l'atmosphère avant de disparaître. Et pour rebondir sur les différentes consommations, enfin la responsabilité différenciée, un chiffre aussi que je trouve intéressant, moi, il y a une étude d'Oxfam qui regarde un petit peu les disparités de responsabilité. Et quand on regarde sur Terre, tous les êtres humains, les 50% les plus pauvres,
ils ont émis moins de 10% des gaz à effet de serre. Et les 10% les plus riches, ils ont émis 50% des gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment une très très grosse disparité. Et quand je parle des 10% des plus riches, c'est pas Jeff Bezos, c'est pas les milliardaires. Hein. On est, nous, ici dans cette salle, probablement dans ces 10% au niveau mondial. Non, c'est vrai, je te jure, moi je suis pas dedans. Je pense que si. si, je suis dedans. Mais pour compléter quand même, je nuancerai aussi, il y a des gens en France qui émettent très peu de gaz à effet de serre, et il y a des gens au Malawi, vous avez vu le président et sa suite, par exemple, hein, dans le film, au Pakistan, au Costa Rica, je ne sais pas ce que j'ai avec le Costa Rica aujourd'hui, mais enfin voilà, etc., qui consomment et qui émettent beaucoup. Donc, ce n'est pas non plus tout mauvais d'un côté, tout bon de l'autre. Hein. C'est vraiment des inégalités dans les populations. Elles sont un peu de partout, mais c'est vrai que globalement, on est quand même plutôt dans des situations relativement aisées. Il faut rappeler qu'on parlait de l'eau et de l'eau dans le film. Je pense que c'est cet été où on a annoncé qu'en France, il y avait 100 communes en France où il n'y avait plus d'eau, où les gens n'avaient plus accès à l'eau. Donc c'est aussi proche de nous. Et il faut rappeler que dans les quartiers pauvres, les gens émettent moins que dans les quartiers riches parce qu'ils n'ont pas beaucoup de voitures. Par exemple, c'est un exemple, qu'ils émettent moins de gaz à effet de serre. Et donc, dans les États et dans nos pays aussi, il y a des inégalités. Il y a des inégalités au niveau international, mais il y a aussi des inégalités au niveau national. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Parce que lorsque vous sortez de chez vous, vous pouvez voir la différence entre ce que vous consommez et ce qu'un autre qui est à côté de vous consomme. Vous ne consommez pas la même chose et vous n'émettez pas le même niveau de gaz à effet de serre. Et donc, dans les pays même, il y a aussi des inégalités dont il faut tenir compte. Il y avait une question. Vas-y, je t'écoute. Tu t'appelles comment, dis-nous? Marie. Enchantée, Marie. Vas-y, dis-nous, on t'écoute. On va peut-être t'amener un micro, tiens, ça va être très pratique. Juste là, à ta droite, voilà. Parfait. Alors, je suis Marie. Je voulais commencer par vous dire, déjà, la Terre, elle est composée de 3/4 d'eau. On sait tous, et il y a beaucoup d'inégalités là. Il y a un quart de terre, on la voit l'inégalité. Ce que je voulais dire, c'est que la répartition en eau sur Terre, elle est très, très, très mal répartie. Il y a une partie qui a 1/4% pour 10 000 personnes. Il y a une autre partie qui a beaucoup d'eau pour juste une personne. Donc, les gens du Malawi, ils n'en avaient déjà pas d'eau pour subvenir aux besoins de tous les gens. Donc, le fait qu'ils ont rajouté l'effet de serre, le fait qu'ils ont rajouté d'autres choses, ça a fait qu'il n'y en a plus du tout. Mais déjà, il n'y en avait pas pour subvenir aux besoins de tout le monde. Alors, étant donné que vous avez mené des actions, est-ce que vous allez faire en sorte que tous les gens qui n'ont pas pu avoir d'eau, même pendant la répartition des ressources en eau de cette terre, est-ce que vous allez leur en donner avec toutes les préventions que vous êtes en train de faire? Drop the mic. J'adore. Je vous laisse répondre. Alors je pense qu'on aimerait bien, hein, mais malheureusement, c'est pas trop entre nos mains. Mais pour répondre à ta question, je dirais pas le Malawi. Alors, le Malawi, il a de l'eau, puisque c'est un État tout en longueur qui est au bord d'un lac. Il y a un grand lac. Donc, il a de l'eau. Le problème, c'est que l'eau, elle ne monte pas toute seule hein, dans les châteaux d'eau. Vous avez déjà vu de l'eau monter, vous? Non, hein. Donc, il faut trouver les moyens pour faire en sorte que cette eau qui est dans le lac, ils ont de la chance, hein, ce n'est pas une mer salée, c'est un lac. Hein. Donc, c'est de l'eau douce pour qu'elle puisse être acheminée. Alors, elle va être acheminée dans les villes. Hein, la capitale, il y a alors, je ne suis jamais allée au Malawi, donc je ne certifierai pas. Mais au centre de la capitale, il va y avoir de l'eau. Dans les périphéries de la capitale, il y a peut-être une fontaine de temps en temps, et on se déplace de la maison à la fontaine. Et puis après, dans les villages, c'est plus difficile. Il y a peut-être des forages. Mais tout ça, ça demande des ressources. Et
que ce soit l'Agence française de développement, c'est-à-dire la France dans son ensemble, ou des petites associations comme nous et leurs petits bras, on contribue à aider les pays. Et puis les pays, ils ont aussi des impôts, etc., pour aménager, pour fournir de l'eau. Mais c'est un long travail. Et en plus, c'est une course. Il y a l'augmentation de la population. Donc il faut de plus en plus de l'eau potable. Et voilà, c'est un gros travail. Je rebondis vite avant de lancer Calvin. Merci pour cette très bonne réponse, Marie-Noël. Rapidement, par exemple, c'est vrai qu'on se dit il y a de l'eau, mais pour y accéder, c'est très compliqué. Je donne un exemple très concret. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous aurez la chance de voir des autochtones d'Amazonie. Donc, soyez pas étonnés si vous voyez des plumes. C'est tout à fait normal. Ils viennent justement, ils sont actuellement ici à Paris et ils seront après à Bruxelles pour parler de leur situation, parce que leur situation au Brésil est très complexe. Et quand on est parti là-bas, on a été construire des châteaux d'eau dans des villages très reculés. Alors oui, la ville, elle a accès à l'eau courante, mais dès qu'on commence à aller un peu dans la forêt amazonienne, les gens n'ont plus accès à l'eau courante, et pour l'avoir, c'est très compliqué. On fait venir à travers un fleuve des gros trucs, des tubes métalliques, pour aller forer parfois à 40 mètres de profondeur, et c'est super compliqué, pour installer un château d'eau pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau. Et c'est un truc de ouf, parce que quand je les ai vus avoir l'eau dans le film, j'ai pensé à cette beauté, cette magie d'avoir l'eau. Ça m'a rappelé à Kiriko, l'eau est là. J'ai commencé à chanter l'eau est là tout seul dans ma tête, tellement c'était un truc c'est important. Et là-bas, quand on a construit un château d'eau à Tamandaré, qui est vraiment un village très reculé en Amazonie, où ils n'ont pas accès à l'eau, tout le village est venu et a chanté l'agua, 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 tellement ils étaient heureux. Mais alors que moi, je me dis, c'est bon, on a mis un château d'eau, frère, c'est pas un problème, parce que pour moi, c'est tellement évident. Mais ce que ça nous a coûté comme énergie, les bras, le bateau, l'essence pour le bateau, ensuite l'énergie pour forer, c'est à ce moment qu'on se dit, ah oui, et de l'électricité, parce qu'on a dû mettre des panneaux solaires pour pomper l'eau, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est chaud, c'est vraiment difficile d'avoir de l'eau. Et donc, effectivement, c'est les moyens. Et donc, ça me permet rapidement, Calvin, de rebondir sur une question de Maïsan, qui est quelque part. Maïsan, tu es où? Ah, tu es... Il y avait Lucie aussi, parce que moi, c'était par rapport justement à comment est-ce qu'on donne accès à l'électricité dans ces zones et tout ça. Mais peut-être que Lucie, tu voudrais... Vas-y, Lucie, qui est la marraine de l'événement, pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Si. Lucie Lucas, on t'écoute. Non, je voulais juste dire aussi, et c'est abordé dans le film, que les scientifiques ont remarqué qu'au-dessus des arbres, des forêts, il y a des microclimats qui se forment. Et en fait, ces microclimats incitent les nuages à crever à cet endroit-là. Et donc, si vous enlevez les arbres, les nuages, ils passent, mais ils ne crèvent pas, il n'y a pas de pluie. Donc, c'est aussi, il y a l'accès à l'eau douce, en effet, qui est un problème. Il y a aussi le fait qu'on a une planète qui est composée aux 3/4 d'eau, mais de l'eau salée pour la majorité. Et en fait, l'eau salée, c'est pas ce dont on a besoin, nous, pour vivre, en tout cas pour boire. Et donc, il faut aussi qu'il pleuve. Et pour qu'il pleuve, il faut vraiment, vraiment arrêter la déforestation partout. Voilà. Merci, Lucie. Calvin? Oui, je voulais répondre à Marie et dire, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que vous pouvez avoir de l'eau, c'est-à-dire un lac à côté, mais que si vous le buvez comme il est, vous allez tomber malade, par exemple. Et les gens ont toujours vécu auprès des lacs. Ils avaient des techniques pour filtrer l'eau. Mais en réalité, aujourd'hui, les lacs, ça sèche, en fait. Les fleuves disparaissent. Le lac Tchad, par exemple, a perdu 90% de sa superficie. Et donc, les gens ont de moins en moins accès à l'eau. Et quand ça arrive, qui sont les personnes les plus touchées? Ce sont les femmes. Parce que ce sont les femmes qui, généralement, vont chercher l'eau. Et plus il y a la sécheresse, plus elles doivent aller très loin pour aller chercher l'eau. Ça aussi, c'est une inégalité dont on ne parle pas souvent. Parce que dans les inégalités, les personnes ne sont pas touchées de la même manière. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Parce que la répartition des tâches domestiques fait que les femmes doivent aller chercher de l'eau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lié au fait que nous sommes responsables, quelque part, de l'assèchement des lacs, de la manière dont l'eau est imbuvable. Je vais prendre un exemple. Nous avons de l'électricité ici en France. C'est grâce au nucléaire. Et si nous avons du nucléaire, c'est grâce en partie à qui? Grâce au Niger et aux Nigériens, parce que nous allons exploiter l'uranium au Niger. Et quand nous exploitons l'uranium au Niger, qu'est-ce qui se passe? Les nappes phréatiques, c'est-à-dire quand on fore dans le sol et qu'on va chercher l'eau, eh bien, c'est pollué.
Et donc, les gens, quand ils boivent l'eau, ils tombent malades. Ils ont des cancers. Et donc, nous contribuons aussi à détruire l'écosystème, à détruire l'environnement, à détruire la biodiversité dans ces pays. Et dernier élément, on prend un pays comme la Guinée. Selon les études, la Guinée est un château d'eau à lui tout seul. C'est-à-dire, quand on prend les cascades de Guinée, ça pourrait fournir de l'eau à toute l'Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, on a un problème qui est celui de la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont les dirigeants gouvernent ces pays. Et parfois, nous contribuons à installer ces dirigeants qui, comme dans le film, ont des mauvaises actions vis-à-vis de leur propre population. Et parfois, ce sont nos entreprises qui vont là-bas et qui exploitent ces ressources et qui font que peut-être à 2 kilomètres d'une cascade, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Ça aussi, c'est une responsabilité. Il y a 2 types de responsabilités. La responsabilité des dirigeantes et des dirigeants sur place, mais la responsabilité de nos dirigeants aussi. Parce que lorsque nous allons là-bas, nous disons, nous avons les moyens, nous allons vous aider. Moi, je ne crois pas vraiment à ce type d'aide-là. Je pense que les peuples ont la capacité de réfléchir par eux-mêmes et de prendre leurs responsabilités. Mais ça, c'est encore un autre débat. Totalement. Alors, rapidement, Marie, tu voulais relancer quelque chose. Si quelqu'un a une question qui lève la main, il ne faut pas hésiter. Et puis quand même, on va arriver aux solutions, parce que vous inquiétez pas, il y a quand même des choses qui se mettent en place, il y a une force, et vous avez un rôle à jouer là-dedans, et on va y revenir tout de suite. Désolée, hein, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est une future politicienne. Moi, je vais te répondre. C'est savoir si on va amener l'eau, c'est ça ta question? Non, c'est pas ça ma question. Ah. La question, c'est comment on va faire pour faire un truc qui n'existe pas. Par exemple, ici, il y a du rouge, mais je veux avoir du bleu. Il n'y en a jamais eu du bleu. Comment je vais faire pour amener du bleu? La question, c'est, il y en a des endroits en Afrique, certes, il y en a beaucoup d'eau. Là, vous allez faire en sorte pour faire en sorte que les gens aient accès à l'eau. Là, l'eau, il est là. Mais je vais faire en sorte que les gens puissent l'avoir, cette eau. Ça, c'est clair. OK. Mais il y en a des endroits aussi qui n'en ont pas. Il n'y en a pas d'eau. Il n'y en a pas. Quoi qu'on fasse, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on va faire pour prendre de l'eau, fouiller, creuser? Comment est-ce qu'on va faire pour prendre de l'eau là qu'il n'y en a pas? Là où il n'y a pas d'eau, il faut se dire qu'il y en aura des endroits où il n'y a pas d'eau, oui. Et il y en aura de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont devoir quitter là où ils habitent. Parce qu'à un moment ou à un autre, je ne saurais pas dire quand, mais en fait, la ressource en eau ne sera pas suffisante. Il y aura de moins en moins de pluie, et donc les nappes phréatiques seront plus réalimentées. Donc, il y a des et on n'ira pas arroser le désert. Parce que pour arroser le désert, il faudrait pouvoir transporter beaucoup d'eau, et ça va demander... Par exemple, il y a des endroits, Dakar, vous avez tous entendu parler de Dakar. Ouais, c'est ma ville. Hein? C'est une belle capitale. Hein? Vous n'êtes pas posé la question où ils prenaient l'eau pour boire. Dakar, aujourd'hui, pour leur alimentation en eau, ils mettent une usine de dessalement de l'eau sur la plage. Donc, ce qui restait en plage ouverte au public, ça disparaît. Les autres plages, elles sont privées. Et là, mais pour faire fonctionner une usine qui dessale l'eau, alors ça, vous verrez avec votre professeur de physique pour le détail, mais il faut beaucoup d'électricité. Enfin, beaucoup d'énergie, donc d'électricité. Donc, à Dakar, ils le font, parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui est là. Hein. Mais le village comme Wembe, c'est plus difficile, quoi. Là, vous nous vendez du rêve. Peut-être juste pour donner un élément de réponse, c'est que nous, on travaille beaucoup, pas sur vraiment comment amener l'eau, mais plutôt sur faire en sorte que l'eau reste là où elle est déjà, et qu'il y en ait assez, et qu'on arrive un peu à faire, qu'on contrôle un peu la casse. Donc là, c'est plutôt là où nous, nos actions, enfin en tout cas, je ne sais pas si je parle pour... mais aussi au niveau des dirigeants politiques ou des personnes qui sont en politique, c'est aussi l'idée de dire, de prendre des choix, de faire des choix aujourd'hui pour limiter le réchauffement qui est déjà en cours.
Donc du coup, pour ta question, c'est pas vraiment où est-ce qu'on amène l'eau, c'est plutôt comment est-ce qu'on amène l'eau ou comment est-ce qu'on fait en sorte, mais plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte que les endroits restent habitables pour la majorité des gens, qu'ils puissent exploiter les ressources naturelles qu'ils ont, que ça puisse leur servir à manger, que ça puisse leur servir à créer de l'énergie, etc., sans devoir partir, sans devoir mourir, etc. Je vais répondre avec deux moyens. D'abord, Lucia a parlé des microclimats. Quand on veut avoir de l'eau, il faut avoir des nappes phréatiques où il y a de l'eau. Et donc, s'il pleut, les nappes phréatiques sont beaucoup plus alimentées. Donc, c'est-à-dire que je prends celui qui a, j'oublie son nom, mais le Burkinabé qui a obtenu le prix Nobel alternatif. Il a fait reculer le désert, c'est-à-dire qu'il a mis en place des techniques qui ont permis là où on pensait que rien ne pousserait. En fait, tu parles d'endroits où c'est sec, où il ne peut pas y avoir d'eau. On lui a dit, dans ces endroits-là, on lui a dit exactement la même chose. Il ne peut pas y avoir d'eau. Eh bien, lui, il s'est dit pendant 40 ans de sa vie. 40 ans de sa vie n'a fait que ça. C'est-à-dire faire reculer le désert en plantant des arbres. Et en mettant en place, je vous donne une technique très simple. Là où c'est très aride, on utilise la paille. La paille pour pouvoir faire pousser un peu plus vite les plantes et qu'ils résistent beaucoup plus. Et en fait, lorsqu'on plante des arbres, lorsqu'on les entretient pendant des années, eh bien, ça crée des microclimats et la pluie tombe et ça remplit les nappes phréatiques. Ça remplit les puits et puis après on peut filtrer l'eau et le boire. Ça, c'est quelque chose de très concret. La deuxième chose, c'est que ce sont des choix politiques. C'est-à-dire qu'au lieu de dessaler l'eau, et je suis tout à fait d'accord avec vous, au Sénégal, si les pays de l'Afrique de l'Ouest s'unissaient en se disant « mais il y a des châteaux d'eau naturelle en Guinée, comment est-ce qu'on s'organise pour construire les infrastructures pour acheminer l'eau dans tous les pays ?» Parce qu'en Europe, ici, les ressources, ce ne sont pas tous les pays qui ont toutes les ressources. Les pays s'entendent pour se dire qu'est-ce qu'on peut mutualiser, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir les partager entre nous. Eh bien, les pays africains, je prends le cas de l'Afrique parce que je connais mieux les pays africains, c'est ce que les pays africains devraient faire et doivent faire. Les pays africains ne doivent pas attendre toujours de l'aide des autres, en fait. Et c'est ce que Thomas Sankara, qui est le président, un des présidents du Burkina, qui a été assassiné justement pour ça. Parce qu'il disait à son peuple, on ne doit pas toujours attendre de l'aide de l'autre. Celui qui donne, il y a un proverbe qui dit, la main qui donne sera toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et ça, je pense qu'il y a une nouvelle génération d'Africains qui l'a compris et qui l'applique, mais maintenant, il y a des choix politiques à faire pour que les gens aient accès aux ressources chez eux et qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer dans d'autres pays pour vivre mieux, tout simplement. Merci Calvin. Je te remettrai vachement volontiers le mic encore une fois. Voilà, pas d'africanisme. Chose importante maintenant, c'est les solutions. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses et ce sont des solutions notamment politiques. On a parlé de solutions énergétiques aussi. Là, moi, j'ai envie de parler à l'échelle des pays. Myriam, qu'est-ce que les pays doivent là maintenant faire? Et c'est important, cette partie-ci, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Quelle est l'urgence pour les pays aujourd'hui à l'échelle mondiale? On a déjà un petit peu parlé au niveau des transports, gaz à effet de serre, la viande et tout ça. Si tu devais résumer au niveau des pays à l'échelle mondiale, y compris nous, la France et la Belgique. Je ne sais pas à l'échelle des pays. En tout cas, les marges, les leviers d'action, c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Là, maintenant, déjà, il y a une urgence à agir. C'est vraiment, comme je vous le disais, vu le temps que reste le CO2 dans l'atmosphère, etc., on sait que là, aujourd'hui, on a 10 ans pour vraiment agir et arriver à diminuer par 2 nos émissions. Et donc ça, c'est une transformation de nos sociétés. Les leviers d'action, ils sont différents selon les pays parce que, comme on le disait, il n'y a pas toujours la même capacité et il n'y a pas toujours la même responsabilité. Pour autant, c'est l'atténuation. Donc ça va être trouver tous les moyens de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, ce que disait Aurore tout à l'heure, la mobilité, les types de construction, l'industrie. Ça, pour moi, il y a évidemment une responsabilité des gouvernements, mais aussi des entreprises, mais aussi des banques et aussi, dans une moindre mesure, des citoyens. Et le deuxième levier, c'est tout ce qui est l'adaptation. On sait que le monde change, on sait que le climat se réchauffe. Il y a une partie qui est déjà là, il y a une partie qui de toute façon est inéluctable. Et donc comment on prépare nos sociétés pour qu'il y ait le moins d'impact possible? Et là aussi, il faut en fait avoir une vision
localisé, parce que le changement climatique ne sera pas ça sera pas la même chose partout. Il y a des endroits, ce que je disais, où il y aura plus de sécheresse, il y a des endroits où il y aura plus de pluie. Comment on se prépare à ça et comment on transforme nos sociétés pour qu'elles soient le plus résilientes possible. Et juste peut-être un mot pour faire le lien avec l'action aussi au niveau individuel. Moi, il y a quelque chose auquel je pense que je crois vraiment, c'est que on n'est pas que des consommateurs. Donc on a parlé tout à l'heure, manger moins de viande, l'avion, la mobilité, etc. C'est évidemment important de s'interroger sur son empreinte personnelle. Moi, je pense que même juste par ne pas être en dissonance cognitive, pour se sentir droit dans ses bottes, pour se dire bon ben je vais pas continuer à faire n'importe quoi, se dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux changer, comment je m'aligne, c'est quelque chose d'important. Mais on n'est pas que des consommateurs, et vous êtes des étudiants, donc dans quoi vous allez mettre votre esprit, vos forces, votre temps, ça sera quoi vos études, ça sera quoi votre travail, où est-ce que vous allez passer les 20, les 30, les 40 prochaines années de votre vie, pour faire quoi? C'est une question qui est essentielle. Là, vous êtes aujourd'hui ici pour parler de climat, c'est aussi une forme d'engagement. Se renseigner, en parler autour de soi, diffuser les informations. Donc on est plein de choses. On est des consommateurs, on est des citoyens, on est des amis, des membres de la famille, on est une partie de la société. Et donc je pense que voilà, l'action et l'engagement, il est multiple et c'est pas juste ce qu'on met dans notre caddie. Aurore, excuse-moi, Marie-Noël peut-être, qui voulait rajouter quelque chose, je t'en prie. Ah non, pas de souci, mais après, vous pouvez répondre tous les deux à ça. Hein. Je voulais compléter ça sur le fait, et ce que disait Calvin, c'est-à-dire qu'effectivement, les pays les plus pauvres, ils ont des capacités pour améliorer la vie dans leur pays sans être dans une situation de quémander. Néanmoins, il y a un mot qui fait peut-être un peu ringard aujourd'hui. Hein. Si on parle de solidarité, ça fait... solidarité, c'est pas très branché. Hein. Pourtant, moi, je dis toujours dans mon association, la solidarité, c'est un truc simple. Hein. Ça veut dire qu'on est tous responsables de tous. Le premier truc de la solidarité en France, c'est la sécurité sociale. Si je suis malade, ben, je vais chez le médecin et puis c'est tout le monde qui va payer ma visite chez le médecin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas malade, alors aujourd'hui, je paye pour tous ceux qui sont malades. Ou pour la femme qui doit s'arrêter de travailler parce qu'elle a un bébé. Parce que pour la grand-mère qui s'arrête aussi parce qu'elle est fatiguée. La solidarité, c'est ça. Et donc, à l'échelle mondiale, alors notamment parce qu'il y a les questions de responsabilité pour le climat, on peut, et je pense que c'est la seule solution même, redistribuer aussi ce qui a trop d'un côté, le redistribuer de l'autre côté. Et je pense qu'il n'y aura que cette solution-là. Ça ne veut pas dire que les pays africains sont dans une situation de mendiant. Ça veut dire que je me sens responsable de ce qui s'y passe, que les gens qui sont au Togo, au Mali ou au Malawi, pour moi, c'est aussi important. C'est les mêmes êtres humains, c'est des gens... des parents qui veulent élever leurs enfants, vous l'avez vu, hein, qui veulent les envoyer à l'école, etc. Et donc ça, pour compléter ce que dit Myriam, c'est que dans votre vie d'aujourd'hui, d'étudiants et puis de demain d'adultes, vous allez faire des choix où vous allez vous sentir en solidarité avec les autres ou pas. Est-ce que je vis que pour moi-même ou est-ce que je suis un humain parmi d'autres ? Aurore, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur quelque chose qu'ils peuvent faire tout de suite en se disant tiens, ben là j'ai envie d'agir, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose de concret. Ce serait quel conseil que tu leur donnerais? J'allais un peu partir dans un autre sens. Pas de souci, c'est à ton feeling après. Hein. Ben non, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'était que bien sûr que les petits gestes, c'est hyper important, mais on est d'accord que si vous recyclez et que Jean-Charles il continue à prendre son jet privé tous les samedis, on va aller nulle part. Parce que le jet privé, il va beaucoup plus émettre que toi qui recycles. Mbappé. Oh non, j'oserais pas. Il est intouchable. Je n'irai pas sur ce terrain glissant. Non, mais tout ça pour dire que c'est important de se responsabiliser parce qu'en effet, nous, si on dit que le sort de la planète nous tient à cœur, ben, on ne peut pas bouffer de la viande rouge matin, midi et soir et s'acheter des nouvelles fringues tous les 3 jours et prendre des vols d'avion tous les 6 semaines. Donc c'est important d'essayer à son échelle, en effet, d'accorder ces manières de consommer.
Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, je pense que c'est extrêmement important aussi de penser en termes de changement structurel. Il me semble que vous êtes au lycée, ça veut dire que vous n'avez pas encore le droit de vote, mais les décideurs politiques, ce sont eux aujourd'hui qui prennent les décisions. Est-ce que vous savez ce que c'est que la COP? Non, ça vous dit rien? Qui connaît la COP, levez la main. Oh là 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 là. 1, 2, Donc en fait, tous les ans, tous les dirigeants mondiaux, ils se réunissent. Qui connaît l'Égypte? Personne connaît l'Égypte? Ah, les pyramides, Frangin. Allez, 4 personnes. Le pays, C'est bon, le c'est pays, bon, c'est le bon. pays. Ah, ça connaît l'Égypte. Ok, ok. Donc cette année, tous les dirigeants mondiaux se réunissent en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pour discuter climat. Et c'est là qu'ils vont décider, ok, qu'est-ce qu'on va faire, de combien on va réduire nos émissions, comment est-ce qu'on va s'adapter, de combien d'argent on a besoin pour pouvoir financer les réductions des émissions et l'adaptation. Et donc c'est notre président qui va aller nous représenter et qui va représenter qu'est-ce qu'il estime que les Français doivent faire dans la lutte contre le changement climatique. Donc ça passe aussi par notre vote, ça passe aussi par les votes même au niveau municipaux, etc., de prendre des dirigeants qui vont réellement lutter contre le changement climatique et réellement œuvrer pour l'intérêt du plus grand nombre. Donc voilà, moi je pense qu'il y a plein de petites choses à faire à votre échelle, mais il faut aussi penser en termes systémiques. C'est hyper important parce que les changements dont on a besoin, c'est bien un changement radical de nos modes de consommation, de production et de notre société. Et ça fait pas peur, c'est hyper excitant. Attends, on vous dit qu'on peut tout réinventer demain, moi je trouve ça plutôt cool. Calvin, Oui. tu as 1 minute. J'aimerais d'abord être en accord avec Marie-Noëlle sur le fait que la solidarité, c'est important. Mais c'est important dans les deux sens. C'est-à-dire que si, par exemple, selon les études qui ont été faites, la République démocratique du Congo, le fleuve Congo peut donner l'électricité à l'Afrique entière et au-delà, ça veut dire que si on n'impose pas un rapport de force qui est défavorable à l'Afrique, la RDC peut fournir de l'électricité en solidarité avec les pays européens si on a des problèmes d'énergie ici. Mais il faut le payer au juste prix. C'est ça le problème. Et je rejoins aussi Aurore sur le fait qu'il faut mettre la pression, et c'est assez bizarre parce que je fais de la politique, mais j'estime que en tant qu'enseignant, j'ai enseigné à mes élèves qu'il fallait s'engager. Et en tant que personne venant de l'associatif, je dis toujours que l'associatif a un rôle à jouer. Moi, j'étais observateur légal à l'Action Code Rouge, que des jeunes ont initié. Ils ont bloqué des raffineries de Total. Parce que ce que Total fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est dégueulasse, il faut le dire. Ce qu'ils font dans certains pays africains, en Birmanie, c'est dégueulasse. Et donc, il faut aussi ces actions pour mettre la pression sur les politiques. Et je terminerai en disant, chacun a un téléphone portable. Vous pouvez le prendre. Allez, sortez les téléphones. Sortez les téléphones. Sortez les téléphones. Et regardez-le bien, il va dire une dinguerie, je le Alors, connais. qui peut enlever la batterie de son téléphone? Moi, Levez la main. Qui peut enlever la batterie? j'ai un Fairphone. Ah, voilà. 5 sur je ne sais pas combien. Alors, qui peut me dire pourquoi aujourd'hui on fabrique des téléphones de plus en plus où on ne peut pas enlever la batterie? Pour en racheter un derrière. Pour en racheter un le plus vite possible. Ça tombe, ça se casse, on doit en racheter un autre. Mais est-ce que vous savez d'où viennent les matériaux qui permettent de fabriquer des batteries? Oui? Ah, Frangin, dis, ça vient d'où? Tu dis non, non, non. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça provient d'Afrique, mais c'est assemblé en Chine, il me semble. Ah, ouais, oui. joli. Ah, oui, oui. De quel pays en Afrique? De quel pays en Afrique? Oui, le Congo, j'ai entendu le Congo. Bonne Entre réponse. autres, hein, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie qui vient du Congo. Vous avez entendu parler des femmes violées à l'est du Congo. En fait, je vais vous expliquer rapidement. Ah, j'avais dit 1 minute, Frangin. Mais vas-y, hein. Ah, on me dit que c'est fini. Ah ouais, non, le timing est... Alors, vous voyez Apple, Huawei et toutes ces marques, Microsoft, lorsqu'ils vont chercher des ressources, ils s'appuient aussi de manière indirecte, ils ne le montrent pas, mais ils s'appuient sur des groupes rebelles qui tuent des gens, qui violent des femmes et qui vendent à vil prix, c'est-à-dire très moins cher les ressources. Et ça vient dans nos téléphones. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va consommer, et plus, malheureusement, il y aura des guerres là-bas et que des femmes vont se faire violer. Donc, le but n'est pas que vous n'utilisiez pas votre téléphone, mais au moins, gardez-le le plus longtemps possible. Parce que lorsque vous le gardez le plus longtemps possible,
ces grandes entreprises ne se font pas beaucoup d'argent au détriment des populations. J'adore, tu as dit ça en plus parce qu'il y a des gens qui étaient sur TikTok en train de regarder les dernières infos. On n'a plus le timing, je voulais vraiment vous remercier, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Merci Calvin, merci Myriam, merci Aurore et merci Marie-Noël pour ce petit moment. Et là, alors ça c'est une cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qu'on s'était dit que ce serait sympa de faire. Je vous ai dit que j'ai eu la chance de partir en Amazonie avec une association qui s'appelle Jiboyana, où j'ai vraiment vécu un moment extraordinaire. Eh ben, on a des leaders d'Amazonie qui vont nous rejoindre maintenant. Et alors, c'est assez important, c'est-à-dire que on a parlé de énormément de choses là maintenant, ils vont pouvoir le digérer. On a parlé de solutions, mais ce que vous avez vu ici, ça se passe partout dans l'hémisphère sud, y compris au Brésil, dans la forêt amazonienne. Et là, nous allons inviter des peuples autochtones d'Amazonie à monter ici. Ils viennent d'arriver. Je les invite à s'installer. Et je vous demanderai vraiment de faire un silence, s'il vous plaît, parce qu'ils viennent pour raconter leur histoire. On va prendre quelques minutes. Ils sont là pour faire un petit discours. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em conhecer você. Je fais genre je parle portugais, mais pas du tout. Je vous présente Takuma, Val et Sam. Et Audrey, je t'en prie, monte. Bonjour Audrey, tu vas bien, je te fais un câlin. Je t'ai plus vu depuis 2 mois, donc ça me fait plaisir de te voir. Installe-toi, je t'en prie. Audrey, qui vit en Amazonie, elle est française. Et la raison pour laquelle c'est super important qu'il soit là, c'est parce que ce que vous avez vu avec l'histoire du garçon qui dompta le vent, et tout le travail qu'il a mis pour essayer d'avoir de l'eau, je vous ai dit que ça se passe dans tout l'hémisphère sud. Alors elle va faire des traductions en temps réel. Et les peuples d'Amazonie que vous avez ici, ils vont vous raconter ce qu'ils vivent. Ils vont vous raconter quel est leur quotidien. Ils vont vous expliquer avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, ce qu'ils sont en train de vivre chaque jour avec la pression des gouvernements à cause du changement climatique. Parce que le changement climatique les impacte, eux, directement. Et vous avez devant vous ici les derniers gardiens de la forêt et de la biodiversité mondiale. Ils sont allumés. Allons-y, c'est parti. Je ne sais pas qui désire s'exprimer. Est-ce que Sam voudrait ou Val, honneur aux demoiselles, raconter pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'ils sont venus ici en Europe, ils vont venir prochainement en Belgique, ils vont aller à la Commission européenne, ils rencontrent des ministres, ils vont marcher d'ailleurs ce week-end. Une marche, on vous dira si vous voulez y participer. Mais ils vont vous expliquer pourquoi ils ont fait tout ce chemin pour arriver ici. Bon après-midi à tous. Je suis Valdinea Sauré. Je suis autochtone du peuple Munduruku au Brésil. Et mon peuple vit au sud-est de l'état du Pará, en Amazonie. Et aussi dans 2 autres états du Brésil, qui sont les états du Mato Grosso et de l'Amazonas. Je fais partie d'une organisation de jeunes qui s'appelle Suraras do Tapajós, qui est une organisation de femmes autochtones qui lutte pour la défense de leur territoire et pour donner plus de pouvoir économique et politique aux femmes. Et elle fait aussi partie d'une organisation de jeunes qui s'appelle Engajamondo. C'est une organisation de jeunes qui agit dans tous les États du Brésil. Et cette organisation de jeunes, c'est pour promouvoir
la connaissance liée au changement climatique, aux objectifs de développement durable. Et elle est gestionnaire publique de formation, mais elle est militante pour le climat. Et elle va vous parler un peu de l'importance et le rôle de la jeunesse, et principalement de la jeunesse autochtone. Aujourd'hui, au Brésil, on souffre de beaucoup de menaces sur nos territoires. Je pense que vous avez entendu peut-être parler de certains grands projets qui nous impactent directement, qui impactent nos modes de vie. Et c'est pour ça que nous, les jeunes de notre peuple, ici on représente 3 peuples différents, on a besoin de faire passer les messages de nos ancêtres. Et juste au Brésil, on est plus de 305 peuples qui vivent dans des contextes différents et dans des cultures différentes. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus de mon territoire. Quand ils parlent de leur territoire, c'est les territoires autochtones sur lesquels ils habitent. Sur mon territoire, on souffre beaucoup de l'invasion des orpailleurs illégaux. Ce sont les personnes qui viennent retirer de l'or, les ressources sur les territoires. Et même si notre terre, notre territoire, normalement, il est démarqué, on souffre quand même d'invasion pour l'extraction illégale de minerais, et notamment l'or. Et ça a un gros impact sur mon territoire, mais aussi sur notre culture, sur mon peuple. Parce que ça augmente beaucoup la déforestation, et notamment sur ces dernières années. Et c'est aussi une grosse menace pour notre rivière, la rivière Tapajós, qui est tout autour de nos terres. Parce que l'orpaillage, donc l'extraction d'or, ils utilisent du mercure, et le mercure pollue les rivières, ça contamine les poissons, et eux, ils mangent les poissons. Et à cause de la déforestation, et à tout l'orpaillage illégal, nos rivières, elles se sont transformées en grandes rivières de boue, dans lesquelles ils utilisent donc le mercure, qui est utilisé pour faire l'extraction de l'or. Et ensuite, le mercure qui est utilisé pour l'extraction, ils le rejettent dans la rivière sans aucune préoccupation. Et donc ça contamine toutes les eaux. Et je ne vous parle même pas de la violence sociale dont souffre mon peuple. Il y a des grands leaders de mon peuple qui sont menacés juste pour défendre notre territoire. Et cet or qui est retiré de notre région, il n'est même pas pour nous. Il est exporté en dehors du Brésil. Et dans des pays comme la France et d'autres pays d'Europe qui achètent et utilisent de l'or sans savoir d'où il vient. Donc très souvent, cet or vient d'une région de conflit. Et aujourd'hui, on voit que la jeunesse a un rôle fondamental dans la défense de nos territoires. Il y a une question qui a été faite ici et qui a demandé qui sait ce qu'est la COP. Et la COP, c'est la conférence pour le climat où beaucoup d'États se retrouvent pour prendre des décisions et des accords qui ont des impacts directs sur nos vies. Et il y a 2 ans, on n'était pas présent dans ce genre d'événement.
Et c'est pour ça que nous, les jeunes, on s'est organisés pour pouvoir participer de ces événements. Parce que nos voix, elles ont besoin d'être entendues. Pas que au Brésil, mais aussi dans les autres pays. Et principalement dans des endroits comme ici, qui sont très difficiles d'accès pour nous. Mais on a besoin d'être présent pour pouvoir parler de tout ce qui nous menace. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui s'impliquent dans le mouvement et qui parlent des changements climatiques. Mais qui parlent aussi du droit d'occuper différents espaces, différents lieux comme un droit. Donc on a le droit à l'éducation, à la santé. Mais ça, en prenant toujours en compte nos réalités. Donc moi je suis ici pour faire la voix de mon peuple échoer. Ça se dit échoer? Faire écho de la voix de mon peuple. De la voix de mon peuple. Pour contribuer à la défense, pas que de l'Amazonie, mais de tous les autres biomes qui sont très importants pour notre génération et pour les futures générations. Au Brésil, on a l'habitude de dire que la lutte à laquelle nous faisons face, elle n'est pas que pour nous qui habitons sur ces territoires, mais pour toute l'humanité. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on se mobilise. C'est important qu'on parle de tout ce qui se passe dans le monde. Le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est déjà en train de se passer. Et si aujourd'hui on a tellement de difficultés pour pouvoir s'alimenter sur nos territoires, si on doit faire face aussi à des grandes inondations dans notre pays, c'est parce que le déséquilibre est déjà là. Et nous devons être des acteurs pour changer cette réalité. Et nous ne sommes pas la génération du futur, nous sommes la génération du présent, qui sommes déjà en train de lutter pour les prochaines générations. Je pense que c'est ça. Gratidão, muito obrigado. Merci beaucoup. Au niveau du timing, je sais que normalement vous avez bientôt terminé. Par respect, nous allons quand même écouter Takuma et Val. On va essayer. Comment? Pardon. Takuma et Val. On va essayer de le faire. Sam, pardon, c'est Val qui vient de s'exprimer. Nous allons essayer de le faire dans un laps de temps le plus rapide, straight to the point, en expliquant ce qu'ils vivent au quotidien. Je tiens à rappeler que le fait qu'ils protègent la forêt sur leur territoire et qu'ils empêchent justement la déforestation nous permet en fait à nous, ici encore, de bénéficier en quelque sorte d'un certain bon climat. C'est-à-dire que la forêt amazonienne est un puits de carbone très important et ils sont en train d'essayer de faire en sorte de préserver en fait la biodiversité de leur zone, mais surtout le climat mondial. C'est pour ça qu'ils luttent, qu'ils ne veulent pas laisser en fait ces forêts dépérir. Donc en fait, en gros, nous avons des personnes dont on ne parle pas beaucoup, très rarement. Quelquefois, il y a des vidéos sur eux, mais qui jouent un rôle primordial pour la survie de l'humanité et de toutes les espèces vivantes sur Terre. Nous allons écouter Sam. Olá pessoal, eu me chamo Samela Sateremaué. Bonsoir, bon après-midi à tous. Je m'appelle Samela Sateremaué. Eu sou indígena do povo Sateremaué, Je suis do autochtone estado du peuple Sateremaué, Amazonas, dans l'état na d'Amazonas, Amazônia, en Amazonie, no norte do Brasil. dans le nord du Brésil. No Brasil, eu sou estudante de Au Brésil, biologia, j'étudie la biologie. ativista ambiental, Je suis militante pour l'environnement. influencer, Je suis comunicadora, influenciatrice, communicatrice sur les nas réseaux redes sociaux. sociais, utilizando desses meios de Et on comunicação utilise les réseaux sociaux comme para moyen de descomplicar, communication pour desmistificar, simplifier, decolonizar, démystifier, décoloniser, desconstruir tudo que déconstruire as pessoas falam tout e pensam ce em que les relação aos personnes povos indígenas. pensent en relation au peuple autochtone.
E também para ir falar para as pessoas sobre a importância Et aussi, je da veux parler, demarcação de terras je indígenas, voudrais vous parler de da l'importance de la preservação dos nossos démarcation biomas des terres autochtones, e de la sobre préservation de nos a biomes presença indígena e a ancestralidade dos nossos et povos no l'importance Brasil. des peuples autochtones et des anciens au Brésil. Eu estive na COP26 J'ai participé à la conférence sur le climat, donc la em COP26 l'année dernière, Glasgow, na à Glasgow, Escócia, en Écosse, na Conferência de Estocolmo, na et à la Suécia, conférence de Stockholm aussi Estocolmo en mais Suisse. 50, e vou para a Et COP27 je agora no vais Egito. actuellement, je vais après ce voyage à la COP27 aussi en Égypte. Como a Val disse, Comme Val a dit, é muito importante c'est très que important nós, enquanto que jovens, nous, les jeunes, assumamos esse nous protagonismo puissions assumer ce preservação protagonisme de dos préservation nossos biomas. de notre nature. Nós, juventudes Nous, les indígenas, jeunes autochtones, temos esse compromisso de on a cet preservação do engagement nosso bioma, de que é a préserver notre Amazônia. biome, l'Amazonie. A gente sabe On que a sait que Amazônia é um l'Amazonie dos últimos biomas est do un des mundo derniers endroits du monde onde a gente precisa preservar où il est para nécessaire manter o de equilíbrio préserver pour climático pouvoir global. maintenir l'équilibre climatique global. Porque tudo que acontece Parce no que nosso tout ce qui se território passe sur notre não territoire, fica somente no nosso c'est território. pas des conséquences uniquement sur notre E é territoire. muito importante que as pessoas très entendam que a important luta, que les personnes ela não é uma comprennent luta individual, Que la lutte, é uma c'est pas luta une lutte coletiva, individuelle, c'est une lutte collective. onde nós precisamos lutar On juntos. nous Que não é devons lutter responsabilidade ensemble. somente C'est pas une nossa responsabilité ou das simplement pessoas à que nous vivem na ou à Amazônia d'autres personnes qui vivent en Amazonie lutar pelo bioma, de lutter mas é pour uma l'Amazonie. Mais c'est une responsabilidade de todo responsabilité de mundo. tous. E é muito importante Et também c'est très important aussi que as pessoas que que les sofrem os personnes impactos e os qui efeitos sentent das les mudanças impacts et les climáticas, effets des changements que são climatiques, as populações qui sont indígenas, principalement les as populations populações autochtones, ribeirinhas, les populations qui quilombolas, vivent au bord de la a rivière, les população populations negra e as quilombolas população de baixa et renda différentes populations plus esteja dentro vulnérables dos espaços de qui tomada de puissent faire decisão. E participer des, nessas grandes participer des conferências endroits où sobre les justiça décisions sont climática e prises. justiça Parce ambiental, qu'elles ont une grande responsabilité sur la porque nós justice sofremos sociale et no, environnementale. porque nós sofremos todos os dias os Parce efeitos qu'on dessas souffre tous mudanças. les jours de Mas ces não effets du somos changement nós climatique. que Alors que ce ne sont decidimos pas nous qui sobre décidons grandes acordos de ces de grands accords de preservação, préservation, de mudanças de climáticas, changement de climatique, reflorestamento, de de reforestation, desenvolvimento. de développement. Mas nós Mais ce sont nous coletamos as consequências dessas qui ações. cueillons toutes les conséquences de ces actions. É preciso decolonizar o C'est sistema important e de fazer com que a décoloniser le juventude, système as et faire en populações sorte que la indígenas e jeunesse, todas essas les peuples populações autochtones que et tous sofrem les os peuples efeitos dessas vulnérables mudanças qui souffrent estejam les nesses espaços conséquences de tomada de des decisão. changements climatiques E puissent é être dans ces, importante que nós, ces enquanto espaces où les juventude, décisions sont prises. assumamos a nossa Et c'est important responsabilidade, qu'en tant que jeunes, on puisse porque assumer notre a juventude está responsabilité. cansada. Parce que les jeunes sont fatigués aussi. São 26 COPs. Ça fait Agora vamos 26 para COP déjà, 27 26 conférences sur E le será climat. que durante todo esse tempo, Et essas durant toutes pessoas, ces années, essas pessoas, esses homens il semblerait que brancos, ces cientistas, personnes grandes blanches, ces líderes, grands scientifiques, grandes líderes mundiais, ces grands leaders ainda mondiaux, não chegaram a uma ils conclusão ne sont pas sobre o encore que é melhor réussi para o à nosso arriver à país, une sobre o que é conclusion melhor pour para ce o qui nosso c'est mundo. meilleur pour notre monde. Será que durante todos esses anos Est-ce eles qu'il aura ainda fallu- não chegaram a uma conclusão sobre Comment qual é ils a ont fait melhor pour pas encore forma de arriver à une manter a conclusion vida do après nosso 26 planeta? ans? Pour Ou quand só estão usando, só estão nos usando como moedas de troca? Ou est-ce qu'ils sont simplement en train de nous utiliser comme une monnaie d'échange? Então é preciso que a gente ocupe esses Donc espaços c'est e important qu'on cobre soit deles présent realmente dans ces medidas espaces efetivas. pour qu'on puisse tous ensemble décider de mesures qui soient Aqui na efficaces. Europa, Ici en talvez Europe, vocês não sintam tanto peut-être que os vous ne sentez efeitos pas dessas tant que ça violências e violações les effets do que de ces quanto a changements gente sofre, climatiques. que somos países Mais em nous, on en souffre desenvolvimento. énormément. Nós temos nossos recursos extraídos Les ressources de nos territoires de sont forma extraites violenta. de forme violente, Nós temos assassinatos dos Il y a nossos des povos de forma assassinats violenta, de forme nós très temos violente sur nos desmatamento, territoires, queimadas, déforestation, extrações des que feux nos afetam no dia a qui nous dia. affectent tous les jours au quotidien. Então é preciso que nós nos Et donc posicionemos c'est important qu'on se positionne par rapport e à ça mostre para as pessoas o que está et qu'on montre acontecendo. au monde ce qui se passe. E as mídias sociais têm les se réseaux tornado sociaux essa ferramenta sont para a devenus gente, un outil très important para a pour nous, juventude pour la indígena. jeunesse. E a gente utiliza disso como nossa arma. Et on utilise les réseaux sociaux comme une arme. Obrigada. Merci. Sam, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Donc, il faut que tu donnes ton Insta. Sam_Sateremaué. C'est Sam, S-A-M, tiré du bas, underscore. underscore, Sataremawe. S-A-T-E-R-E, M-A-W-E.
Sateremawe. 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 Sam_Sateremawe. Ils vont halluciner quand ils vont voir le nombre de followers. Tukuma. Oh, bonjour. Je m'appelle Tucumã Pataxó. Je suis Bahia, Brasil. Il vient de l'état de Bahia au Brésil. Estou aprendendo ainda. Il apprend un peu le français. Então, eu sou do povo Pataxó, do extremo sul da Bahia. Je suis du peuple Pataxó, qui est à l'extrême sud de l'état de Bahia. Meu biome é a Mata Atlântica. Et le biome dans lequel j'habite, c'est la forêt atlantique. Só uma perguntinha aqui. Qual é a Juste une faixa etária de question. idade de vocês, assim? Pode falar em voz alta aí, levanta a mão e fala a idade, só pra gente saber, assim, Je mais ou voudrais menos. juste savoir quel est l'âge des personnes dans la salle. 17. Si vous pouvez juste dire votre âge. Vous avez quel âge? 17, 18, 17, 19. Todo mundo jovem, né? Vocês estão em qual período da escola, do estudo? Como que se diz? Qual período da escola que eles estão? Estão, tipo, ensino médio, segundo grau? Médio, acho. Ensino médio? Ouais. Ah, sim. Bom, eu tenho 23 anos. J'ai 23 ans. Eu entrei na universidade com 18 anos. Je suis rentrée à Universidade l'université Federal quand j'avais da Bahia. 18 ans, dans l'université de Bahia. Eu sou estudante de gastronomia. J'étudie la gastronomie Eu trabalho atualmente com redes sociais. et je travaille aussi avec les réseaux sociaux. Eu sei que muitos de vocês devem utilizar o Instagram, por exemplo, Je pense que beaucoup d'entre vous devez utiliser Instagram, par que é exemple. uma das principais redes que a gente utiliza Et para pour nous, c'est un des principaux réseaux que para nous nossa utilisons militância também. pour faire notre activisme, nos dénonciations. Hoje eu sou dos indígenas Et aujourd'hui, je suis mais un seguido do Brasil, un né? des représentants autochtones les plus suivis du Brésil. Então, utilizo desse público para Et poder j'utilise ce public mostrar a nossa pour luta, a pouvoir nossa montrer causa e notre desconstruir lutte, estereótipos notre voltados às cause questões et indígenas. détruire un peu les stéréotypes qu'il existe sur les personnes du peuple autochtone. Então, eu utilizo, por exemplo, Et j'utilise de par vocês exemple têm celular para un poder téléphone comme produzir meu ça conteúdo et je produis du contenu. e desconstruir e mostrar o quanto é importante para a gente Et comme ça, a nossa j'essaie de defesa montrer também à quel point c'est important pela mãe natureza, la pelo lutte meio pour ambiente, pelos la biomas. mère nature, pour les biomes. Então, a gente utiliza isso como ferramenta Et de on luta. utilise le téléphone comme un outil. E então a gente está aqui hoje Et on est ici aujourd'hui porque é preciso estar, sabe? parce que Não- c'est a gente important não, d'être ici, tu sais. não é uma escolha nossa falar C'est assim, pas un vou choix. para Paris On para s'est pas poder dit, tiens, on passear, va porque a gente voyager et on gosta va à do nosso Paris país. se promener. Parce que pour nous, c'est loin notre pays. E a gente gosta da nossa comida, a gente gosta da nossa Et on aime cultura, être chez nous, on aime notre a gente culture, gosta do on aime nosso notre calor, alimentation, on aime notre chaleur, da praia. la plage. Meu povo é da praia. Mon peuple est un peuple de la plage. Somos de 3 povos diferentes aqui. On est ici de 3 peuples différents. Então, assim, mas a gente precisa estar aqui hoje para Mais c'est poder ter essa important qu'on conversa soit com ici vocês. aujourd'hui pour pouvoir avoir ces Muitos conversations de avec vocês vous. estão se perguntando, o que eu tenho a ver com a Et vous devez defesa peut-être vous demander, ah, mais dos qu'est-ce biomas que do, moi j'ai à do voir avec la Brasil? défense de l'Amazonie au O que eu Brésil? tenho a ver com o Qu'est-ce que j'ai aquecimento à global, voir que avec não le está me réchauffement afetando, climatique? mas está afetando vocês também. Mais ça vous affecte aussi. Muitas das vezes vocês não estão nem percebendo. Et très souvent, vous vous en rendez même pas compte. Aquecimento global, Le mudança de réchauffement tempo, climatique, temperaturas, muitas das vezes muito alta ou muito baixa. ça fait qu'on a des températures parfois très hautes, parfois très basses. O preço das coisas estão aumentando também, alimentos. Le prix des aliments augmente. Pois é, a gente está sendo afetado diariamente, Et mas nous, on est a gente affecté muitas vezes quotidiennement não par tout ça. percebe, né? Et E parfois, on como s'en rend même ajudar? pas compte. A gente tem que se dar conta C'est important de qu'on onde se rende principalmente compte. está vindo o nosso alimento, nossa carne, as nossas frutas. Parce Muitas que das pour vezes nous, está tendo très souvent, notre alimentation, la viande, les fruits muitos desses alimentos está vindo do Brasil, de territórios que vous consommez desmatados, ici viennent du de Brésil, de territórios certains indígenas. territoires qui ont été déforestés pour ça. Então a gente tem que se dar conta disso. Donc c'est Outra important de se coisa rendre muito compte de ce qu'on importante consomme. também que a gente faz na internet, essa desconstrução de Et c'est pour estereótipos. ça O que que sur que é isso? Internet, on essaie de déconstruire un peu tout ça et pour A expliquer gente- davantage notre réalité. Luta diariamente contra o preconceito. On lutte tous les jours contre les préjugés. Somos jovens, On est somos jovens jeunes, indígenas. on est jeunes et on est autochtones. As pessoas não estão acostumadas a ver um Les personnes indígena n'ont pas l'habitude de voir viajando une para fora personne do seu autochtone país, qui voyage en dehors de tão son jovem, pays, si jeune. estando em lugares que muitas das vezes eles queriam estar, mas não pode, Et on est dans des lieux où très souvent on voudrait être, mais on ne pourrait pas, por ser indígena. juste parce qu'on est autochtone. Então a gente está aqui hoje para poder mostrar para vocês donc, que on est ici vocês também aujourd'hui pour jovens podem pouvoir fazer muitas coisas, Vous montrer qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses, independente de onde vocês são, indépendamment de là où vous venez. independente se as pessoas vão, geralmente as pessoas vêm com muito preconceito pro nosso lado, Et indépendamment du fait que les personnes ont des préjugés ou non sur nous. mas a gente consegue passar por cima disso e Mais on mostrar passe au-dessus de tout ça